visite des ministres en charge des affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel à Moscou. Avant de quitter la capitale fédérale, ils ont échangé avec la diaspora confédérale pour partager les conclusions de leur visite. Grand Prix cyclisme RTM, la délégation nigérienne devant participer au Grand Prix cyclisme RTM est arrivée hier à Bamako. Une délégation de 8 personnes conduite par le directeur technique national de la Fédération nigérienne du cyclisme, M. Amadou Issoufou. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre l'ORTM. Fin de la visite des ministres en charge des affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel à Moscou. Avant de quitter Moscou, ils ont échangé avec les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens vivant sur place. Objectif, partager les conclusions de leur visite. Par la même occasion, informer et sensibiliser les ressortissants de l'AES sur les enjeux socio-économiques et géopolitiques du moment. Envoyés spéciaux à Moscou, Bourama Traoré et Sidiki Balo. Dans la maison du Mali, c'est une première. Les ministres en charge des affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel à la rencontre des ressortissants de l'espace à Moscou pour une séance d'information et de sensibilisation. Ok, asseyons-nous. Bonjour à tous. Bouquet final d'un séjour qui aura comblé les attentes. Face à la diaspora confédérale, les chefs des diplomaties expliquent les nouveaux partenariats stratégiques désormais scellés avec Moscou, une nouvelle dynamique à laquelle chacun doit apporter son soutien et même plus. On veut, à travers ce passage ici aussi, montrer que nous avons des politiques étrangères qui sont autonomes, qui ne sont guidées que par les intérêts de nos pays. Et partout où l'intérêt de nos pays va exiger que nous allions, nous irons. Et nous n'avons pas besoin de demander la permission de quelqu'un. La seule voix qui compte doit être celle de nos populations. Nous sommes aujourd'hui une confédération et chaque pas que nous posons, normalement, doit rayonner aussi à l'international. Et vous êtes, pour nous, des vecteurs de rayonnement. Et en cela, je voudrais déjà saluer le travail qui est fait par nos ambassadeurs qui sont ici. À 3, ils se retrouvent déjà. Et je crois que c'est une très bonne chose. Je vous invite à garder ce lien avec les représentants des chefs d'État qui sont ici, à garder ce lien entre vous partout où vous êtes. Et à chaque fois que vous avez l'occasion, que vous puissiez exprimer cette identité confédérale. Exprimer l'identité confédérale, mais aussi apporter l'expertise nécessaire pour la mise en valeur des ressources de l'espace et enfin attirer les investisseurs. Donc, sachez que le pays compte sur vous, non seulement pour amener votre expertise, pour amener vos ressources, investir au pays et pour attirer les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, nos pays sont des pays où le tissu économique, industriel est vierge. Et vous ne pouvez attirer les investisseurs que quand vous donnez une bonne image. Si vous n'inspirez pas confiance à quelqu'un, il n'aura pas confiance à votre pays. Donc nous, notre rôle, c'est de nous battre pour que la sécurité revienne. Et Inch'Allah, on va le faire. L'insécurité sera un mauvais souvenir d'ici très peu. Grâce aux efforts en cours, car sans la sécurité, les investissements deviennent impossibles à réaliser. Mais à l'AES, on se veut surtout réaliste. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Quelle que soit l'importance d'un partenaire, je pense que lui, il ne va pas défendre notre intérêt. Chacun dans ce monde-là cherche son intérêt. On peut avoir des principes, des visions qui sont communes, mais chacun va chercher à défendre son intérêt. Et mettez-vous dans la tête que les relations internationales, d'ailleurs l'évolution de la géopolitique actuelle nous montre que les relations internationales ne sont pas bâties sur le droit, mais sur les rapports de force. Sinon, je vais dire même sur la force, et souvent la force brutale. Et vous voyez comment les pays sont en train de se comporter aujourd'hui à travers le monde. Donc tout ce que l'AES aura, ça sera un combat de haute lutte. Personne ne va nous donner cadeau. Donc il faut que nous-mêmes, nous puissions nous faire respecter. Et on sera respecté seulement en fonction de ce que nous ferons pour assurer notre sécurité, pour pouvoir transformer nos matières premières, pour pouvoir être des acteurs économiques qui comptent sur la scène internationale.
Des éclaircissements, mais aussi des mises au point qui semblent être compris par la diaspora confédérale. En retour, elle dit être aux côtés des autorités pour la réussite de ce processus d'intégration. Je retiens de cette rencontre un message de sensibilisation, un message d'union et un message de cohésion entre les différents États de l'AES. Les ministres nous exhortent à être des représentants de l'AES en Fédération de Russie. Le message qu'on nous a laissé aujourd'hui, c'est la solidarité entre les trois pays, que nous devrons prendre ça comme bagage pour développer ça. Parce que la réussite de l'AES est aussi dépend de la diaspora de l'AES. Nous tenons à remercier vraiment les trois chefs d'État de l'AES pour les efforts qu'ils sont en train de faire pour notre souveraineté. Cette rencontre, c'est une opportunité pour nous d'échanger avec eux directement. Cette rencontre confédérale s'achève sur un engagement commun, celui d'œuvrer ensemble pour réaliser la souveraineté pleine et entière des États du Sahel. Savez-vous que les pays de l'AES partagent beaucoup plus qu'un espace commun? Vous connaissez certainement le cliché ou la viande séchée du Niger ou encore le poulet sombala du Burkina Faso ou le nyanyankini du Mali. Vous l'aurez compris, nous vous emmenons à la découverte de la gastronomie dans l'espace AES pour vous dire que le Mali, le Niger et le Burkina Faso partagent beaucoup plus qu'un espace. Les trois pays conjuguent désormais leurs efforts pour valoriser notre patrimoine culinaire afin de faire de celui-ci un vecteur de développement durable dans l'espace AES. La gastronomie dans l'espace AES, on en parle avec Balkissa Ouattara et Souleymane Diabati. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne partagent pas qu'un seul espace. Ils partagent également les mêmes valeurs, les mêmes cultures et parfois la même gastronomie. Si le thon, par exemple, est un patrimoine culinaire du Mali, il est tout autant consommé quotidiennement au Burkina Faso comme une multitude d'autres plats d'ailleurs et vice-versa. Ici, à Bamako, les restaurants Farafina Fast Food représentent le temple de la cuisine malienne en particulier et africaine en général. Le thon, le couscous de mil qu'on appelle bachi chez nous, on prépare du laro, il y a le plat du nord qu'on appelle le widjila. On fait du nyankini et 3F aussi a une spécialité, c'est le zamé au poisson fumé qu'on appelle djigaoussou zamé. Pour le Niger, on n'a pas encore de menu nigérien à 3F, mais bon, je fais aussi de la viande séchée qu'on nomme chez eux le kilichi. Donc, c'est des amuse-bouches que 3F propose également à sa clientèle. Pour le Burkina Faso, bien évidemment, le poulet au sombala est devenu quelque chose qu'on apprécie particulièrement au Mali. Et oui, quand on parle du poulet sombala au Mali, l'allusion est directement faite au Burkina Faso. Dans ce restaurant burkinabé à la Cité des Milles, on trouve une panoplie de plats du pays qui reflètent d'ailleurs ceux du Mali. Nous, on fait le poulet au sombala, riz au sombala, au pentax. On fait le thon, souvent on fait avec sauce oseille, et parfois sauce gombo. Tout ce que nous-mêmes on cultive dans notre pays, c'est ce que nous consommons. Les clichés ou viande séchée ne se fait plus raconter au Mali. Il fait partie des plats les plus emblématiques de la cuisine nigérienne, même si on constate une légère différence entre la cuisine nigérienne et celle des pays frères de l'AES, les éléments de base restent les mêmes. Les plats les plus célèbres du Niger sont le riz mélangé à du haricot, le thon, ainsi qu'une sauce faite à base de moringa. Ce dernier plat est consommé même au palais présidentiel. Ces plats, je les fais ici chez moi et les Maliens en raffolent. Trois pays qui, avec comme devise un espace, un peuple, un destin, nourrissent une même vision, celle de faire de la gastronomie un vecteur de lien social et de développement durable dans l'espace AES. C'est de là qu'est né d'ailleurs le FIGIC, Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle, qui s'est tenu au Burkina Faso en janvier 2025. Le Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des États de l'AES est né de la conjugaison de visions croisées de trois cadres de festival. Le Festival international de la cuisine africaine de Bamako, le Festival des grillades de Niamey, le Festival international de la gastronomie
de Ouagadougou, Figo. Expression du leadership féminin au profit du développement de l'art culinaire, l'initiative du FIGIC est de 3 dames qui ont comme vision commune la valorisation du patrimoine culinaire sahélien et la reconnaissance internationale de la gastronomie des pays de l'AES. FIGIC a été pratiquement organisé sur 2 angles techniques, dont la priorité a été donnée à un concours culinaire. Donc le deuxième angle, c'est les passages de messages à travers les sensibilisations, les encadrements pour revenir à nos identités culturelles. Ce concours culinaire avait comme objectif de recenser les plats primés des 3 pays et de faire la promotion et la valorisation de ces menus afin que ces menus soient beaucoup plus consommés par nos peuples. Si l'art culinaire n'a plus de secret pour Madame Traoré, elle compte en faire profiter au monde entier. C'est pourquoi elle compte lancer en mai 2025 la 3e édition du FICAB, Festival international de la cuisine africaine de Bamako. À travers ce projet, elle entend contribuer au développement de la culture, de l'art culinaire, du tourisme pour le développement et le partage avec la chaîne de valeur de la transformation alimentaire du champ à l'assiette. Dans la capitale de l'Or Blanc, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, le CLEI, a organisé, à l'intention des élus locaux et des représentants de la société civile, une rencontre d'information et de sensibilisation sur les conséquences de la corruption et l'enrichissement illicite. C'est un reportage de Brahima Koné et de Amadou Dolo. Après l'administration générale, c'est au tour des élus locaux et des organisations de la société civile d'avoir droit à des échanges avec certains membres du conseil de l'OCLEI. L'objectif est de mener une vague de sensibilisation en vue de mieux faire face à la corruption et à l'enrichissement illicite. Il est important que chacun puisse comprendre quels sont les effets néfastes de la corruption sur les services sociaux de base. Et encore, il est important de savoir que la population puisse faire le lien entre un franc détourné et un enfant qui ne va pas à l'école. De faire le lien entre un franc détourné et une route mal faite qui peuvent être la cause des accidents mortels. La présentation de l'OCLEI, le rôle des étudiants et des parents dans la dénonciation des pratiques de corruption, l'intégration de l'éducation à l'éthique et à la citoyenneté dans les programmes scolaires pour prévenir la corruption sont au menu de cette rencontre. Des activités qui devront susciter une conscience collective en vue de stopper la corruption et l'enrichissement illicite. Le phénomène de la corruption, devenu systémique dans notre pays et même ailleurs, se manifeste sous plusieurs formes. Trafic d'influence, népotisme, fraude en tout genre, détournement de fonds, enrichissement illicite, etc. Cette rencontre devra contribuer au renforcement de la culture de l'éthique, de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des fonds publics. Pour combattre le phénomène de la corruption et l'enrichissement illicite, les élus locaux et les organisations de la société civile tiennent un rôle de premier plan. À travers le monde, les faits ont démontré que ces 2 entités avaient toujours été acteurs de la lutte contre ce fléau. La remise des écharpes OCLEI à certaines personnalités a été l'un des temps forts de cette rencontre. La Fondation Orange Mali a remis des kits alimentaires aux victimes des inondations du cercle de Léré. L'événement était organisé par la Coordination pour le développement du cercle de Léré. La cérémonie s'est tenue dans la cour du Palais des Sports en présence des représentants des 2 structures. Boureyima Diallo pour plus de détails. Agir pour lutter contre l'inclusion et prôner l'égalité des chances, c'est le but de ces dons remis par la Fondation Orange Mali à la Coordination pour le développement du cercle de Léré. Le don en question est estimé à plus de 8 millions de francs CFA. Il est destiné aux victimes des inondations et les personnes déplacées du cercle de Léré. Aujourd'hui, nous avons plus de 150 maisons qui ont été détruites dues à cette inondation. Et il y a 450 familles qui sont déplacées. Donc tout est lié à cette inondation. Et si aujourd'hui la Fondation Orange Mali vient tendre la main à ces gens, c'est vraiment une grande chose. Les responsables de la coordination pour le développement du cercle de Léré ainsi que l'association pour le développement de la région de Tombouctou apprécient ces gestes. Et venir nous enlever
une épine de nos pieds. Et c'est le lieu de remercier très sincèrement Orange pour ce début de partenariat que nous allons avoir avec lui afin de donner des solutions aux difficultés que vivent nos populations. Pas la première fois ou bien la deuxième fois, je parle au nom de la région de Tombouctou, les 13 cercles. Donc ils ont fait la même chose pour Gounam. Aujourd'hui on vient de venir pour la remise de l'éré. Et Inch'Allah, je sais qu'ils vont faire pour les autres cercles qui restent. Pour le donateur, cette action humanitaire est une obligation pour lui car la Fondation Orange est toujours présente aux côtés des populations. Ça découle d'un partenariat entre la Fondation Orange et la coordination pour le développement du cercle de l'Éré. Donc nous nous sommes donné la main pour appuyer les victimes des inondations. Des centaines de ménages victimes des inondations et qui sont vraiment démunis aujourd'hui, qui ont tout perdu parfois et des gens même ont même perdu la vie. Ces dons s'inscrivent, il faut le rappeler, en droite ligne de la volonté des autorités du Mali à soutenir les personnes démunies. La Fondation Influence met aussi à la disposition des déplacés internes de la région de Tombouctou des kits alimentaires composés de mil, de sucre, d'huile. Ce geste de bienfaisance de la Fondation Influence vise à renforcer davantage la solidarité, mais aussi redonner espoir aux personnes en situation difficile. Un reportage de Saloum Konaté. La Fondation Influence, comme à l'accoutumée, fait parler son cœur dans la 6e région. Elle vole au secours de 50 déplacés internes en remettant à chacun 50 kg de mil, 5 kg de sucre et de l'huile. Nous demandons aux membres de la Fondation de multiplier ce genre d'action. Nous traversons des moments extrêmement difficiles. Merci d'avoir pensé à nous. Cette action humanitaire vise, selon le responsable, à redonner le sourire et l'espoir aux personnes en situation difficile. Il invite par ailleurs d'autres organisations à œuvrer dans ce sens. En tant que Fondation Influence, nous œuvrons depuis plusieurs années pour intervenir là où il y a le besoin dans toutes les questions humanitaires. Et nous avons apporté notre contribution à l'édifice national. C'est quand même une contribution de plus de 3 tonnes en termes de vivres. Au nom de monsieur le gouverneur de la région de Tombouctou, vraiment, je tiens à remercier et féliciter la Fondation Influence pour ce geste vraiment très noble. Et je sais que vraiment cette donation va contribuer à diminuer la souffrance de nos personnes les plus vulnérables. Les membres de la Fondation Influence appellent la population à l'union sacrée, mais aussi à soutenir les autorités de la transition ainsi que celles de la région de Tombouctou. L'actualité sur un autre plan. L'APER est une entreprise privée évoluant dans les soins oculaires. Elle est située à Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako. L'établissement vient d'ouvrir ses portes aux élèves de la terminale sciences expérimentales du lycée Kodonso à Djelibougou, en commune 1 du district de Bamako. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la semaine internationale de l'optométrie. Tchembro Konaté nous en dit plus. On fait la prise 3 fois. À l'œil droite d'abord. Après, on revient à l'œil gauche, faire une prise là-bas, ensuite 3 fois. Voilà. Après, maintenant, la valeur que l'autorité va nous donner, c'est avec cette valeur-là qu'on doit examiner les patients. Les élèves de la terminale sciences expérimentales du lycée Kodonso à l'écoute de Bouakar Diarra, opticien à l'APER, un établissement privé évoluant dans les soins oculaires. Ainsi, il explique à ses interlocuteurs les fonctions de l'autoréfractomètre, un appareil dont il se sert pour poser le diagnostic des maladies oculaires. Après l'autoref, on doit passer directement au tableau. Voilà, on met les lunettes d'essai et puis fermer d'abord l'œil gauche pour qu'il fasse la lecture avec l'œil droite. Après, ensuite, on ferme encore l'œil droite pour qu'il fasse la lecture avec l'œil gauche. On a appris qu'il y a une machine qui s'appelle l'autoréfraction qui permet de déterminer les différents problèmes des yeux et les différentes solutions. Quand nous lisons ce tableau de 1 à 10, nous devons voir si le patient arrive à lire de 1 à 10, c'est qu'il n'a pas de défaut aux yeux et il n'a aucun problème. Il s'agit là d'une nouvelle découverte pour ces élèves du lycée Kodonso. La visite s'inscrit dans le cadre de la Semaine internationale de l'optométrie. Le métier de l'optométrie, c'est un métier qui est lié à la vue. Donc c'est la personne qui est en charge de voir les défauts visuels de la vue. Quand un client vient,
Donc on prend le temps de consulter ses yeux, donc pour voir s'il y a un défaut visuel. Et quand on voit qu'il y a un défaut visuel, soit on procède à la réfraction pour lui mettre des corrections pour qu'il puisse mieux lire. Par contre, si le défaut est d'un ordre ophtalmologue, donc on dirige la personne vers une structure ophtalmologique. L'occasion ainsi offerte aux visiteurs du jour devra leur servir de source d'inspiration, du moins pour ceux qui ambitionnent de faire carrière dans l'ophtalmologie, entendez là les soins oculaires. L'après-midi culturel avec les enfants de la pouponnière de Niamana, c'est une initiative de l'association culturelle dénommée Kate Collectif. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme culturel de 2025, l'année de la culture, un reportage d'Ibrahim Kaoukonaté et Idrissa. Initiée par l'association Kate Collectif, cette séance d'animation artistique et culturelle a permis aux enfants de la pouponnière de Niamana de s'épanouir. Sentiment de satisfaction et de joie par rapport à ce que vous-même vous avez vu, une projection de films accompagnée par d'autres activités connexes qui fait partie de nos activités traditionnelles, c'est-à-dire l'animation pour les enfants. Comme vous le savez, nous avons besoin de ça. Des projections de films, des contes et jeux éducatifs et des remises de cadeaux ont permis à la marraine du mois de mars de l'année de la culture de partager des instants de bonheur avec les enfants. Je crée des idées, j'écris. Je me suis dit, mes films sont là. Je n'ai pas besoin d'aller louer un film, payer des droits. Donc les 31 décembre, les 25, les 1er janvier, les fêtes de Tabaski, Ramadan, comme je vois les autres familles avec leurs enfants aller se promener, aller dans les pâtisseries, aller s'égayer, je me suis dit pourquoi pas cette association doit aller dans les orphelinats, que ce soit privé ou pour le gouvernement, égayer les enfants en sortant mes films, en diffusant mes films et en leur donnant des cadeaux. Nous ne pourrons que nous réjouir aujourd'hui pour une autre raison qui est d'amener la culture vers la population, sa culture, amener cette population à s'approprier de sa culture. Promouvoir des chorégraphes, des acteurs, le cinéma et la création artistique, ce sont là quelques objectifs de l'association Kate et Collectif. Elle décide donc de poursuivre cette action au profit des enfants démunis tout au long de l'année 2025. Je vous l'annonçais dans les titres, la délégation nigérienne devant participer au Grand Prix du cyclisme EATM est arrivée hier à Bamako, conduite par le directeur technique national de la Fédération nigérienne de cyclisme, Amadou Issoufou. La délégation nigérienne est composée de 8 personnes, dont 6 coureurs et des encadreurs. Nous arrivons à Bamako avec les mêmes ambitions que les autres délégations qui participent à la compétition. Ce sont là les premiers mots du patron de la délégation nigérienne à leur arrivée à l'aéroport international Modibo Keïta, Bamako Sénou. On en sait plus avec notre équipe de reportage conduite par Mohamed Namakeita. Arrivée à Bamako cet après-midi par vol, l'équipe des cyclistes nigériennes ne vient pas en simple visite en terre AES du Mali. Le patron de la délégation, Amadou Issoufou, qui a fait le choix de la jeunesse pour ses premiers grands prix cyclistes au RTM, ne doute point de la qualité de ces jeunes coureurs pour honorer le drapeau du Niger à cette compétition. Comme toute équipe qui viendra ici, c'est vrai on est dans l'espace AES, mais je pense que toute équipe qui va faire le déplacement, c'est pas pour venir regarder, c'est pour venir gagner. On est venu avec ce même esprit de vouloir gagner et retourner au moins avec le cercle et honorer aussi le pays. Faire la visibilité de l'équipe cycliste du Niger. Dans la vie, il faut donner la chance à certains jeunes pour qu'ils puissent découvrir ce qu'est une compétition. On a amené des jeunes pour qu'ils puissent voir. Si vous regardez l'équipe nigérienne, le plus âgé doit avoir 24-25 ans. Donc les plus jeunes, 17 ans. Pour qu'ils puissent se jauger avec certains grands et sortir avec beaucoup plus d'expérience lors de ces compétitions. Si la plupart des coureurs nigériens découvrent pour leur première fois une grande compétition de cyclisme, la jeunesse est un atout qu'ils entendent exploiter à fond pour tenir la concurrence. Comparé aux autres coureurs des anciens, nous on est des jeunes, donc la jeunesse est mieux que les vieux.
Seulement des compétitions, sinon pour la préparation, on s'est bien préparé. J'espère qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes au finish d'être sur le podium. L'équipe du Burkina Faso qui arrive par la route était attendue à 19h. Le coup d'envoi symbolique de ce Grand Prix cycliste sera donné devant l'ORTM ce dimanche pour un départ proprement dit sur le boulevard de l'Indépendance. Les coureurs rivaliseront sur une distance de 130 km sur circuit fermé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.